Voilà, bonjour à tous. Je vous propose donc de débuter cette conférence sur la cybersécurité. Sécuriser nos données et nos flottes. Alors nous vivons, consommons, nous bougeons, nous transportons à l'ère du numérique. La gestion des flottes et des données sensibles pour les entreprises du secteur aujourd'hui, vous le savez, est un enjeu stratégique majeur pour les entreprises de transport et de la logistique, donc du secteur. L'IA, l'intelligence artificielle et les objets connectés connaissent un essor, et cet essor ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la sécurité, optimiser les opérations et prévenir les risques. Alors grâce à l'analyse prédictive, on en parlera dans un instant, aux capteurs intelligents et aux plateformes de gestion sécurisées, les entreprises peuvent non seulement améliorer la sûreté de leurs véhicules et de leurs infrastructures, on le verra également, mais aussi répondre aux exigences croissantes en matière de cybersécurité et de conformité réglementaire. Je vous propose d'accueillir nos invités pour parler justement de cybersécurité et notamment d'intelligence artificielle. Et je demande à Jacques Vélo, directeur mobilité, transport, décarbonation d'IN Group, et non pas Kojali, voilà. Thomas Lacroix, directeur du produit marketing Connected Solutions Michelin. Christophe Juel, développeur d'affaires Digital System. Stéphane Malbran, directeur de Kojali France. Et José Angel Collego, directeur global du développement commercial, connectivité et analyse de données chez Kojali. Merci Christophe. Allez-y. Voilà. Allez-y. Jacques, on va commencer par vous et on va tout d'abord rappeler, donc présenter IN Group, votre société, votre groupe. Rappelez donc. Alors, ce qui va être intéressant avec vous, Jacques, on va l'évoquer dans un instant, c'est de parler de la base en fait, qui est l'identité. Donc, d'identifier l'identité, notamment par rapport à l'ère numérique. Mais on va rappeler et présenter votre société pour commencer. D'accord, merci beaucoup Hervé. Donc, on s'en rend compte et on va pouvoir développer dessus, mais l'authentification, c'est la première étape de la digitalisation. On a toujours besoin de connaître son interlocuteur. Dans un monde digital, les choses changent. Donc, IN Group, leader des identités et des services digitaux associés. Donc, on est connu parfois pour ce qu'on ne fait pas. On n'imprime pas les billets de banque. IN Group, c'est l'imprimerie nationale. Et nous, notre spécialité donc tourne autour des identités et nous avons un statut particulier puisque nous sommes une entreprise 100% privée, de droit privé, mais qui appartient 100% à l'État, ce qui nous confère un rôle unique de tiers de confiance. Et le tiers de confiance est particulièrement important dans la réussite et le déploiement de la digitalisation. Depuis 4 jours maintenant à Solutrans, je fais attention à ce qui se dit et j'entends souvent les mots de confiance, les mots de résilience. Alors c'est ces deux mots qui nous parlent beaucoup, qui correspondent à notre ADN. Quand on dit confiance, eh bien, nous fabriquons des passeports pour une vingtaine de pays. Donc quand un pays, bien sûr la France, et 19 autres pays qui nous font confiance pour justement garantir leur sécurité. Et puis la résilience aussi, puisque nous existons depuis bientôt 500 ans. C'est François Ier qui a créé l'imprimerie royale à l'époque. Et donc beaucoup d'évolution et une capacité à se renouveler. Il y a eu un changement très profond avec justement l'émergence de la digitalisation il y a une vingtaine d'années. Et IN Group a su devenir un leader de la digitalisation et de la sécurisation des identités. Aujourd'hui, les services digitaux, c'est 200 millions d'euros de revenus pour le groupe. Alors, il y a des secteurs, je viendrai au transport. On a commencé notamment dans le secteur de la santé. Quand vous voyez votre professionnel de santé, son authentification, eh bien, elle est faite 100% par IN Group. Alors, vous imaginez l'enjeu de la protection des données dans le secteur de la santé. Et on avait anticipé justement ce besoin en 2018. Heureusement, malheureusement, avec la période Covid, il y a eu des dizaines de millions de connexions par jour et on a réussi à l'assurer. Et donc, j'en arrive au transport. On est partenaire du secteur du transport depuis une vingtaine d'années avec toute la partie délivrance des cartes chronotachygraphes, qualification conducteur, cartes ADR, donc pour les matières dangereuses. Et le secteur du transport, comme vous le savez tous, c'est un secteur plutôt fragmenté. Il n'y a pas un acteur, il y a énormément d'interactions entre les différents acteurs. Et donc, comment créer, faciliter la digitalisation et
il faut créer la confiance entre les acteurs. Donc, la première étape, c'est s'authentifier, connaître son interlocuteur et avoir confiance en la donnée, certifier cette donnée. Voilà notre rôle. Voilà, c'était important, je pense, de rappeler qu'on vous connaît finalement, puisque vous le disiez, vous produisez les cartes, entre autres, cartes tachygraphes et les cartes qualification en conducteur. Alors, on le sait, il y a un besoin de digitalisation dans le transport. Est-ce que justement la base, avant de parler de l'IA, de cybersécurité, est justement l'identification, l'identité, qui devient de plus en plus numérisée aujourd'hui? Absolument, absolument. Ben, Quelle entrée, en fait, première entrée vers la digitalisation et pourquoi pas l'IA également? absolument. Quand on va se connecter sur les data space, eh ben, on a besoin d'être authentifié. Et alors, souvent, c'est un domaine un petit peu abstrait. Alors, on entend identité numérique. Beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que c'est qu'une identité numérique? Mais vous avez un compte Google, Gmail, vous avez une identité numérique. C'est déjà, ben, vous avez un login mot de passe. C'est une identité, mais c'est pas sécurisé du tout. Donc ça, c'est un élément. Mais aujourd'hui, dans le domaine bancaire, la banque s'est digitalisée plus tôt, plus rapidement. Il y avait des exigences et des normes qui arrivent également dans le secteur du transport. Je pense, sans devenir pénible, mais des normes comme NIS 2, que vous connaissez ou pas, mais c'est Network and Information Security, qui s'impose au secteur du transport à partir de 2026 et qui va nécessiter justement cette authentification à double facteur, une authentification dite forte. C'est souvent un peu négligé, on le repousse, alors que c'est absolument nécessaire. Donc, cette authentification, aujourd'hui, quand vous vous connectez sur un système bancaire, ça vous semble tout à fait normal que ce soit sécurisé, vous avez un double facteur, vous avez une application mobile, vous n'avez pas envie qu'on puisse avoir accès à votre compte. C'est ce qui semble normal. En tant que transporteur, en tant que chargeur, et c'est le rôle des éditeurs logiciels, c'est justement garantir pour qu'il y ait un flux dynamique, transparent et de confiance, garantir en amont cette authentification. Là, c'est l'un de notre rôles. Et pour que chaque éditeur logiciel n'ait pas besoin de faire la même démarche à chaque fois, c'est d'avoir une identité sectorielle, professionnelle, sécurisée, qui puisse être utilisée à chaque fois sur l'ensemble des systèmes. Alors justement, cette protection de l'identité, est-ce que c'est pas la meilleure protection au lieu d'avoir des mots de passe, Alors, on connaît tous les mots de passe, c'est bien. Alors d'abord, ils faisaient 4 caractères, puis 8, puis 12, puis des caractères, donc on utilise toujours le même. Et puis, donc c'est une manière, mais donc vous utilisez toujours le même. Donc ça, c'est pas très sécurisé. Et on voit, alors c'est un domaine, vous l'avez suivi ou pas, mais quand on voit ce qui s'est passé chez Land Rover au mois de septembre dernier, ils se sont fait hacker et ça peut arriver à n'importe laquelle de nos entreprises. Hein. Il faut mettre en place des bonnes pratiques. La conséquence, comme quelqu'un a pu hacker en s'authentifiant comme un employé, eh ben, ils ont arrêté leur production pendant 6 semaines. Résultat, 200 millions de pertes pour Land Rover, 2 milliards de pertes pour l'Angleterre. L'activité économique s'est arrêtée. Donc, c'est un peu comme une assurance. Tant qu'on n'en a pas besoin, tant qu'on n'est pas face, c'est un peu pénible. Et donc, le fait, aujourd'hui, encore dans nos expériences, on a le système bancaire, ça marche, il faut avoir des bonnes précautions. Et notre préconisation, c'est d'adopter le système, c'est-à-dire de le comprendre, plutôt que de le subir. Parce que, comme je le disais, beaucoup de réglementations vont s'appliquer dans les années à venir. Et pour les transporteurs, si tout arrive en même temps, sans le comprendre, ça va être difficile. Alors que les outils sont déjà disponibles. Nous, on fait des webinaires d'information sur les bonnes pratiques. Et si le pas est pris dès aujourd'hui, eh bien, la transition sera beaucoup plus en douceur. Alors, on parle de protection d'identité de personnes. Est-ce qu'on peut imaginer demain une protection d'identité professionnelle d'entreprise? Absolument. Et l'Europe travaille dessus. Alors, l'Europe, il y a tout ce qui est bon et moins bon, mais justement, l'Europe, dans le transport, elle a un effet d'accélérateur et elle met en place des standards et des normes pour que justement donner à l'ensemble des acteurs un cadre général avec justement des fonctionnalités natives, par exemple comme le consentement dans le partage des données. Ça, c'est très important parce que, encore une fois, je donne toujours l'exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue,
vous pose des questions personnelles, vous n'allez pas lui répondre parce que vous voyez qui c'est, je ne le connais pas. On est sur une plateforme digitale, on n'a pas du tout la même compréhension et la même perception. Donc, c'est très important de comprendre la démarche, c'est très important d'avoir intrinsèquement, nativement, cette capacité à dire, vous me demandez cette information, j'accepte de vous la donner ou pas, ou je vous donne celle-ci et pas celle-là. Je donne un exemple simplement pratique, c'est quand on vous demande votre identité, on a parfois besoin de savoir que vous avez plus de 18 ans. Ça, c'est dans la vie. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de donner votre adresse. Et donc, cette identité personne morale, elle est en plein déploiement. Et nous serons, parce qu'on bien sûr, on travaille avec les greffes, puisque c'est eux qui enregistrent les entreprises. Cette identité personne physique associée à une personne morale, ça va être disponible dans 3 mois pour que justement tout puisse se faire au niveau digital avec la même sécurité sur l'authentification de la personne qui représente une entreprise. C'est ça la différence entre le citoyen et le monde professionnel. Revenons quelques instants sur, sur le portail pro que vous proposez, donc qui n'est pas obligatoire, hein, je tiens à le préciser. C'est quoi? C'est garder le contrôle de son identité quelque part, ce que vous disiez là à l'instant? Absolument, absolument. On a sur le portail pro qu'on a mis en place pour tous ceux qui ont besoin d'avoir une carte tachygraphe, une carte qualification conducteur, mais aussi pour tout acteur du transport et de la logistique, eh bien, sur le portail, on délivre gratuitement une identité professionnelle sectorielle, puisque on fait le travail de vérification de ces identités en amont, eh bien, il est réutilisé et ça prend quelques secondes d'activer ce qui se dit au niveau des standards européens, un wallet professionnel, où vous allez au fur et à mesure d'abord pouvoir sécuriser votre identité pour s'authentifier et au fur et à mesure également rajouter des documents digitalisés et pour permettre l'échange consenti d'informations. Est-ce qu'on peut revenir également sur on parlait tout à l'heure de réglementation européenne, sur la réglementation donc Nice 2 à Nice 2, qui pour l'instant, est-ce qu'elle est transposée en France également? Oui, oui, elle est transposée en France et il y avait Appliquée? Nice 1 et maintenant il y a Nice 2 qui s'applique en 2026. Et Nice 2 alors Nice 2 a défini des règles beaucoup plus strictes. Dans Nice 1, c'était des principes généraux. Nice 2 rentre dans le détail de ce qu'il faut réaliser. Et Nice 2 a défini les secteurs où ça s'appliquait. Et le transport est considéré comme un secteur critique. Donc, les grands acteurs du transport vont être obligés de l'appliquer. Donc, ils vont être obligés de garantir un niveau de sécurité, justement, sur le système informatique. Mais, comme ça s'applique à eux, ça s'applique également à leurs partenaires et à leurs sous-traitants. Donc, toute personne qui s'authentifiera sur une plateforme d'un gros donneur d'ordre, eh bien, les mêmes règles s'appliqueront. Et dans le cas où il y aurait malheureusement un hacking ou un vol de données, le donneur d'ordre est obligé de prévenir l'ANSSI, donc l'organisme, sous 24 heures, avec tous les risques et un risque maximal de 2% de son chiffre d'affaires comme pénalité. Alors bien sûr, le but n'est pas de pénaliser, mais le but est de dire c'est sérieux, le transport et la logistique, c'est vital pour une économie, donc mettez en place les bonnes pratiques, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas gentils et qui vont essayer de vous voler vos données. Alors les moyens d'identification évoluent. Est-ce qu'on va aller un jour jusqu'au facial? On en parle beaucoup, officiellement. Tout à fait, tout à fait. C'est déjà Demain. aujourd'hui des choses qu'on met en place. Alors, il y a 5 ans, ça marchait moyennement. Mais alors bien sûr, on n'est pas en Chine, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des caméras dans la rue pour vous authentifier, enfin je l'espère. Voilà, c'est pas du tout ça. En revanche, dans le processus de création de vos identités et de réutilisation, eh bien on va utiliser la vidéo, puisque ça, au lieu d'aller à la mairie, à la préfecture, dans un autre organisme, eh bien ça vous permet de le faire depuis chez vous. Et puis il y a également les technologies évoluent. Aujourd'hui, il y a une groupe, on a développé une technologie qui permet d'avoir votre photo dans un QR code. Avant, le QR code, il remplissait toute la carte ou la feuille pour intégrer la photo. Maintenant, on peut le mettre dans un QR code de petite taille. Donc, vous avez cet échange qui permet justement l'instantanéité et la digitalisation. Elle a un vrai avantage, c'est le temps réel. Vous avez un document, vous avez une autorisation, vous avez une certification, eh bien, c'est réactualisé en temps réel, alors qu'un document imprimé, si il n'est plus d'actualité, eh bien, le document, il existe toujours. Et ça, c'est un vrai avantage. Et donc, quand on associe les technologies, mais en mettant les bonnes protections,
eh bien, vous avez une plus grande efficacité. Et c'est pour ça que la digitalisation va s'imposer entre les aspects économiques et les aspects également de réglementation. Je pense à la décarbonation qui, avec les obligations de reporting, qui nécessitent justement une plus grande transparence. Thomas Lacroix, donc chez Michelin, vous proposez des solutions de connectivité pour les flottes professionnelles. Vous proposez également des protections justement pour ces solutions. Bonjour. Oui, en effet, Michelin est connu pour être le leader des pneumatiques, mais on est aussi de plus en plus un acteur dans les solutions connectées pour les véhicules et les flottes. On équipe plus de 1,5 million de véhicules dans le monde, en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine. Et donc nos clients, qui sont les flottes de véhicules, les opérateurs de transport ou utilitaires, utilisent nos solutions partout dans le monde. Donc, juste une petite introduction, hein, notre mission est assez simple, hein. On aide nos clients à être plus performants opérationnellement, donc optimiser leurs coûts, respecter les délais, s'assurer aussi de l'optimisation aussi de l'usage de leur système et de leur véhicule. Nous sommes aussi présents dans la sécurité des personnes et des marchandises et dans la transition énergétique et la réduction d'empreinte carbone, soit par la transition électrique, soit par la réduction de la consommation carburant ou de l'usage des pneumatiques. On propose 4 types de solutions, des solutions de maintenance prédictive autour des véhicules et des pneus pour réduire évidemment la consommation et aussi les temps d'arrêt. Des solutions de location au kilomètre qui permettent une délégation complète pour nos clients et des outils de suivi en temps réel des flottes et bien sûr des solutions qui permettent d'optimiser la sécurité des marchandises et des véhicules. Donc tout cela se base sur la donnée et donc la donnée bien sûr est un axe stratégique pour nous et donc toute la sécurité autour des données l'est aussi. Alors justement, venons-en à la sécurité des données. On ouvre de plus en plus le camion, enfin l'utilitaire également, avec ces données. Quelle protection? Je dirais on a quatre axes un petit peu de la protection. Le premier, ça va être finalement tout ce qui est confidentialité et intégrité des données. Dans nos services, déjà, on s'assure de ne collecter que les données qui sont nécessaires et utiles au service, que cette donnée n'est accessible qu'aux bonnes personnes et qu'on puisse tracer évidemment l'accès à la donnée par chacun des utilisateurs. Le deuxième axe, c'est la résilience aussi et la sécurité opérationnelle. Nos clients utilisent nos solutions dans des conditions qui sont quelquefois un peu, je dirais, extrêmes et potentiellement sujettes aussi à des attaques ou des sabotages. Donc il faut nous assurer que nos systèmes soient sécurisés. Donc ça veut dire évidemment être capable de signer tout ce qui est logiciel embarqué, vérifier qu'ils sont conformes, s'assurer aussi qu'on peut avoir des modes dégradés hein, s'il y a un problème, qu'on puisse continuer de fonctionner et opérer le service en cas par exemple de coupure du réseau, mais aussi des protections physiques des données à travers finalement l'encryption des données, la sécurité des ports et puis s'assurer qu'on ne puisse pas se connecter en dehors des accès réglementaires. Le troisième axe, pour nous, c'est la conformité réglementaire. Donc, dans chacun des pays dans lesquels nous opérons, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, ça va être la conformité sur ces règlements. Et le dernier, c'est, je dirais, la gouvernance des données globales. Et donc, ça passe par plusieurs points. Le premier, c'est déjà s'assurer que l'ensemble des collaborateurs sont formés à la sécurité des données. Et donc c'est quelque chose dont on s'assure chaque année. Hein. Le deuxième, ça va être s'assurer que dans nos processus aussi de développement de produits, avant toute mise sur le marché, on a un système d'homologation qui nous assure que nous sommes conformes avec les règles du groupe qui sont très exigeantes sur ces sujets. Et donc tout ça nous permet en fait de garantir une sécurité de données à nos clients. Le type d'attaque, c'est quoi? Vous me disiez en préparant la conférence, ça peut être l'attaque avec des brouilleurs d'ondes, hein, c'est ça, hein, C'est ça, en fait. pour les solutions connectées. Ouais, si je donne un exemple, on est sur le marché d'Amérique latine au Brésil, on est leader dans la sécurité des marchandises et des conducteurs. C'est-à-dire que
C'est un marché donc, dans lequel il peut y avoir, donc, qui est assez sujet, je dirais, aux attaques de marchandises potentiellement. Et donc, je dirais, les personnes qui peuvent essayer de détourner un transport de marchandises ont évidemment des moyens assez sophistiqués, hein. Et donc, un des moyens, c'est finalement d'arrêter le véhicule, de brouiller tout ce qui va être système de communication pour éviter toute alerte. Et donc, Jusqu'au relais par satellite, c'est ça? ça, et donc ils peuvent brouiller par exemple le système GSM et on a des backups sur je dirais, sur des connectivités satellites dans ce cas-là. De la même façon, ces systèmes sont autonomes, c'est-à-dire que même en cas de perte complète de connexion, ils sont capables d'opérer et de bloquer l'accès en fait à certaines parties du véhicule, comme le démarrage ou les portes, même si derrière, je dirais, il y a le système de brouillage attaque. Ça, c'est en Amérique du Sud, c'est ça? Ouais, c'est ça, au Brésil. Et en France, c'est le même type de... En France, il y a un peu moins de, je dirais, Pour l'instant, on est protégé. de besoins sur ce sujet, hein. Donc c'est un marché qui a un peu moins, il y a moins de traction sur ce marché-là. Toutefois, évidemment, en France, on va s'assurer que eh ben, on soit conforme aussi à la réglementation et qu'on soit résilient aussi opérationnellement au potentiel, je dirais, cyberattaque. Alors justement, réglementation, notamment sur les composants venant de Chine. En Europe et en Amérique du Nord, on voit de plus en plus, en effet, de réglementations qui contraignent la conception des systèmes. Donc l'exemple récent, hein, c'est en Amérique du Nord, avec finalement l'interdiction d'importer des puces ou des composants venant de Chine pour toute une catégorie de véhicules. Et donc nous, en tant que finalement vendeurs de solutions connectées, on doit s'assurer que nos systèmes embarqués n'incluent pas de composants qui ont été produits en Chine. Donc ça fait partie, voilà, des critères aussi de sélection et ça nous oblige quelquefois à changer de fournisseur s'il y a un problème. Revenons quelques instants également sur l'intervention humaine, parce qu'on peut avoir le meilleur produit protégé, ce que vous disiez. Vous conseillez, enfin en tout cas vous formez, c'est ça, les collaborateurs à la cybersécurité? Tout à fait. Donc on a dans le groupe Michelin et plus particulièrement dans la division des services connectés, on est capable de mettre en place des formations et des sensibilisations annuelles et de s'assurer en fait que les collaborateurs les suivent. Dans la division de services connectés, on a un programme en fait de sensibilisation à la cybersécurité et que chaque année en fait l'ensemble des collaborateurs doit suivre. Donc ce sont des formations en ligne avec des vérifications de connaissances pour nous assurer que chacun en fait respecte les bonnes pratiques du domaine. Alors on sait qu'il y a une évolution dans les techniques de fraude, de cybersécurité. Est-ce que justement c'est une constante, une veille constante en fait sur ces fraudes, sur ces techniques? Oui, bien évidemment. Donc il y a une veille. Il y a une veille évidemment sur finalement les attaques et puis sur les moyens en fait de ces attaques. On a aussi évidemment proactivement aussi un certain nombre d'actions. Alors ça peut être la certification à des normes ISO 27001. Ça peut être aussi la systématisation chaque année en fait de tests d'intrusion pour s'assurer en fait qu'on détecte proactivement des potentielles vulnérabilités. Et aussi nous assurer que finalement l'ensemble des composants logiciels ou hardware que nous utilisons sont mis à jour avec, je dirais, les dernières versions pour éviter en fait certaines vulnérabilités. Christophe Juel, Digital System, en quelques mots. Merci Hervé, bonjour à vous tous. Donc Digital System est un éditeur de solutions à base d'intelligence artificielle. Notre métier est de faire des briques intelligentes avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur afin d'améliorer vos outils déjà existants sans que vous ayez besoin d'en changer. Souvent les entreprises ont investi dans des outils il y a quelques années et souhaiteraient avoir de nouvelles fonctionnalités. L'intelligence artificielle est en train d'apporter et de commencer à apporter
je dirais, la valeur ajoutée dans la transformation du travail en supprimant des tâches chronophages, en supprimant la saisie d'un certain nombre d'éléments comme des commandes, ce genre de choses. Parce que ce qui est digital d'un côté, c'est dommage de remettre de l'homme de l'autre côté pour pouvoir le ressaisir. Hein. On va faire du digital à digital et là, les intelligences artificielles apportent leur pleine puissance déjà aujourd'hui. Donc cette entreprise a été fondée par deux experts de l'intelligence artificielle qui font ça depuis 20 ans. Notre fondateur, par exemple, il y a 20 ans, a travaillé avec les pompiers de Paris pour les aider à avoir un outil qui leur permettait en fait de faire ce que ne sait pas faire un GPS, c'est-à-dire brûler des feux rouges, prendre des sens interdits. Et là, l'enjeu, c'était la vie et la sécurité des personnes. Donc, ils sont un peu comme Obélix, sont tombés dedans quand ils étaient plus jeunes. Et aujourd'hui, on essaye d'apporter, je dirais, cette accélération en fait, et de permettre aux entreprises d'intégrer pleinement l'intelligence artificielle, mais en toute sérénité, en toute sécurité, parce que comme on va y revenir tout de suite après, il y a des enjeux, il y a toujours une face sombre à une médaille qui brille. Alors on parlait d'intelligence artificielle, est-ce que l'IA n'a pas justement, ne rend pas plus vulnérables, on va dire, les systèmes aujourd'hui? Ah, tout à fait. Je voudrais juste, avant de partir dans l'intelligence artificielle, vous rappeler juste une donnée que donnent tous les spécialistes de cybersécurité. Toutes les attaques ont un point central de faiblesse. Il est placé entre l'écran et le clavier. La plus grosse faiblesse, c'est l'humain. Quand Jacques parlait des mots de passe, tous les ans, il y a des classements sur les mots de passe les plus connus. Et en fait, on est des êtres humains avec nos limites de mémoire. Hein. Vous avez plein de systèmes qui vous demandent de changer les mots de passe tous les 30 jours. Et donc, il va falloir avoir en fait, une stratégie pour se souvenir des mots de passe. On se retrouve avec des post-it. Enfin, la plus grosse faiblesse, c'est l'humain. Donc déjà, on a une grosse faille. Et puis, on a un deuxième sujet, c'est qu'avant, monter une cyberattaque, c'était compliqué. C'était réservé à peu de gens parce que les systèmes de défense deviennent de plus en plus performants. Sauf qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait que c'est accessible à n'importe qui. Même moi qui suis un peu pas très doué en code, il vous suffit de prendre un abonnement chez un éditeur américain qui fait du code à votre place et vous pouvez monter des cyberattaques. C'est là où l'IA est en train d'amener le sujet de la cybersécurité. Donc comprenez bien qu'il y a un vrai sujet, on en parle souvent, je dirais, concernant la partie numérique, la partie digitale. On a donné plein de nos données à des entreprises européennes, américaines, sur notre vie privée. On a mis des photos. Quand Jacques parlait tout à l'heure de la reconnaissance faciale, il suffit tout simplement à une IA de récupérer vos photos sur Facebook et ça peut craquer une reconnaissance faciale. Vous voyez que en plus c'est accessible à un gars comme moi hein, qui a les chaussures du géant vert. Hein. C'est le monde dans lequel on est en train d'arriver. C'est pas demain, c'est déjà là. Il y a eu une attaque massive il n'y a pas très longtemps qui a été juste fait avec un abonnement à $200 sur Anthropic et qui a plié un système entier. C'est là où nous sommes. Alors on va essayer de rassurer quand même, on est là pour ça. Quels sont les pare-feux? Alors, les pare-feux, ils sont d'abord techniques, mais c'est aussi une hygiène numérique. Souvent, ce terme revient souvent. C'est d'être conscient qu'on est à ce niveau de danger. Beaucoup de transporteurs se sont fait hacker, ont dû payer en crypto-monnaie des 50 000, des 100 000 euros juste pour avoir accès à leur TMS. Donc la faiblesse n'est plus. Il n'y a plus que les grands groupes qui sont ciblés. Hein. C'est tous les gens à qui on peut prendre de l'argent. Donc c'est déjà de commencer. Si je pars toujours de ce constat que 98% des attaques passent par la faiblesse humaine, c'est peut-être quand on est chef d'entreprise, en prendre conscience, même si on n'a pas de spécialiste informatique, c'est de mettre en place à l'intérieur de son entreprise d'abord les règlements, parce qu'on a des règlements européens quand même qui sont appuyés avec des experts, donc qui quand même on prenne conscience de choses et puis amène ce genre de choses. Hein. On a la RGPD, j'y reviendrai tout de suite après, qui est une loi puissante, qui a été ultra contraignante dans les entreprises, qui a été un vrai cauchemar. Mais in fine, si on y regarde, on se rend compte que ça apporte un niveau de protection quand même qui est plutôt intéressante. Donc la première chose, je crois, c'est peut-être de remettre en place de l'hygiène numérique dans les entreprises, de repenser les systèmes de mots de passe, de repenser ces stratégies-là, juste à minima pour essayer d'amener ses collaborateurs à penser un peu différemment
ne plus être candide sur le monde dans lequel on est. Je vous rappelle, il y a une multinationale américaine qui s'est fait plier avec un abonnement à 200 $. On en est là. Alors, parlons justement de réglementation. Peut-être un mot du RGPD. Oui, je voulais parler de la RGPD et maintenant je vais venir aussi sur un autre aspect de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à intégrer dans leurs entreprises des offres avec de l'intelligence artificielle. Beaucoup de chefs d'entreprise en France se questionnent sur son intérêt, sur comment l'utiliser, etc., etc. Je voudrais juste vous alerter sur un sujet, et ce qui va me faire revenir à la RGPD. Comprenez qu'une intelligence artificielle, alors je vais juste faire référence à Monsieur Julia, qui est un expert français de l'intelligence artificielle, juste pour vous expliquer ce qu'est une intelligence artificielle. C'est un outil, et c'est un outil qui a à peu près le niveau de connaissance d'un enfant de 4 ans. Donc il va falloir lui donner des données pour qu'elle ait de la connaissance. Donc il prend souvent cet exemple. Au départ, les premières intelligences artificielles génératives, ChatGPT, ont été entraînées avec des photos de chats. Donc on donne à une intelligence artificielle des millions de photos de chats et on a un être humain qui dit ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, ça c'est un chat, c'est pas un chat. Au bout d'un moment, le système il est entraîné, il a appris comme un enfant. Et pour vous en faire la démonstration de l'intelligence de l'intelligence artificielle, en fait, une intelligence artificielle entraînée ne sait pas reconnaître un chat dans le noir. Parce que personne ne prend de photo de chat dans le noir. Donc vous venez de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, de façon extrêmement simple. Donc j'ai besoin de données pour pouvoir l'entraîner. Et en fait, ce qui est dit, c'est que depuis 1 an, tout ce qui est savoir numérique, les livres des bibliothèques, Internet, etc., etc., tout a été utilisé par les intelligences artificielles. Il n'y a plus de données qualitatives pour pouvoir les entraîner. Et pourtant, tous les jours, il y a des nouveaux modèles qui sortent. Et bien, vous savez comment elles sont entraînées? Elles sont entraînées sur vos données, sur Facebook, sur Meta, sur WhatsApp, tout Microsoft. Toutes vos données servent à les entraîner. Donc là, prenez conscience que tout ce que vous donnez à une IA sert à l'entraîner. Et en plus, je vais vous parler maintenant de ces grands blocs et de la régulation. Si on prend les États-Unis, aux États-Unis, la donnée est une valeur marchande. La seule chose qu'ils n'ont pas le droit de revendre sont les données de santé, et encore. Donc ça veut dire que demain, si vous mettez des chiffres de votre entreprise dans une IA américaine en ligne, ça va être utilisé pour entraîner les IA et ça va être revendu. C'est-à-dire que vos savoir-faire d'entreprise et les données de vos clients vont être vendus. Soyez conscients de ça. Et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas encore mis en place de politique d'IA, mais dont les collaborateurs, pour juste accélérer leur travail, utilisent leur compte privé de ChatGPT. Imaginez un directeur commercial qui doit faire une présentation, qui a besoin d'analyser des courbes de tendance, etc. L'IA, elle est géniale pour ça. Je mets tous mes chiffres, je vais lui demander d'aller comparer au marché, elle vous fait ça à merveille, et avec d'une pertinence qui est folle. La seule chose, votre directeur commercial vient de donner tous vos chiffres à une entreprise américaine. Christophe, le cadre réglementaire, donc GRPD, il y a également donc, au niveau européen le FTI qui pour faciliter le contrôle des documents liés au transport justement de marchandises. Tout à fait. On peut en dire deux mots. Je reviens vite fait à la RGPD. La RGPD, on s'est souvenu qu'il fallait que ce soit sur les serveurs français, des serveurs européens. Je voudrais juste vous rappeler une petite chose. Dans la RGPD, il y a 2 notions. Serveur en Europe d'une société américaine, la loi PISA permet aux Américains d'utiliser vos données. Vous n'êtes pas protégé par la RGPD. Donc, je ne vais pas citer de grandes sociétés qui ont des serveurs, mais ça, c'est une première surprise. Deuxième surprise, c'est pas simplement le stockage des données, c'est aussi ce qu'on appelle le calcul. Donc, quand vous avez des serveurs aux États-Unis, en Europe, les serveurs sont aux États-Unis pour les calculs, ils ont accès à vos données. Donc, à un moment, regardez un petit peu où sont basées vos données, où sont les calculs, avec les éditeurs de logiciels. Comme ça, ça va vous permettre de savoir ce que vous mettez dedans. Donc, voilà pour la RGPD. Si on revient sur l'IFTI et on revient un peu plus au transport, l'Europe continue à travailler notamment sur tous les sujets, Jacques vient d'en parler, sur les sujets numériques. Je voudrais juste m'arrêter, moi, sur un sujet qui est l'IFTI, notamment avec tout ce qui est ICMR. Les lettres de voiture sont une pièce extrêmement importante dans le métier du transport. Il y a toute la partie
réglementaire et contrôle des forces de l'ordre, mais il y a aussi preuve de livraison qui sert aux transporteurs à facturer. Et l'une des grandes surprises de l'Europe, c'est que tous les pays n'acceptent pas en fait la lettre de voiture électronique, l'ICMR. Et donc là, il y a en fait une initiative européenne justement pour unifier un peu tous ces standards et permettre à tous les pays de la reconnaître. Donc là aussi, un sujet qui a été un excellent sujet, notamment pendant la Covid, parce qu'on ne pouvait pas faire signer les documents, etc., a permis l'avènement de cette technologie. Mais on voit là encore que c'est le réglementaire qui va aider à sa diffusion la plus large. Et c'est un travail qui est prévu, qui a pris un petit peu de retard, là aussi la Covid, mais qui est prévu pour venir assez rapidement l'année prochaine. Le FTI, c'est ça? FTI, voilà, c'est vraiment le travail de la Commission européenne sur l'unification. Qui sera transposé en France? Qui va être forcément transposé en France. Forcément? Forcément. Oui, Jacques, un mot peut-être? Oui, juste un mot, c'est juste parce que les FTI, on connaît bien, parce qu'on a été justement mandaté par le ministère des Transports pour réaliser l'IFTI Gate, c'est la première étape, c'est pour que les informations transitent. Donc c'est une réglementation européenne, donc ce n'est pas un choix. En effet, ça va être transposé dans tous les pays. Donc la France est aujourd'hui numéro 1 dans le domaine. C'est-à-dire que tous les essais qui sont faits en Europe sur l'IFTI, c'est fait sur les briques que nous avons développées. C'est rassurant. C'est rassurant, voilà. On peut poursuivre, Christophe, donc, sur la réglementation. Je suis bavard, Hervé. Oui, non, mais juste un mot sur l'intelligence artificielle. Elle attire, elle fait peur également, d'autant plus dans le milieu professionnel. Donc je parlais de pare-feu tout à l'heure, il y a le cadre réglementaire, mais est-ce que des outils existent? Les outils existent, beaucoup d'éditeurs travaillent dessus, mais c'est toujours le jeu du chat et de la souris. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que les gens qui ont des mauvaises intentions ont des outils encore plus puissants qui sont très accessibles financièrement. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un savoir qui était réservé vraiment à des experts aujourd'hui et extrêmement large et très accessible financièrement. Et donc j'insiste vraiment sur vous faire accompagner sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Passez le message à vos collaborateurs sur n'utilisez pas vos comptes privés avec des données de l'entreprise ou des données de clients. Je pense que c'est important à un moment de profiter peut-être des lancements de début d'année, peut-être pour passer ces messages. Souvent, les directeurs informatiques insistent beaucoup dans les entreprises, mais c'est casse-pied, c'est pas eux qui font le chiffre d'affaires, mais prenez vraiment le temps. On est en train de vivre des moments d'accélération technologique qui font que c'est accessible pour n'importe qui. Prenez-en vraiment conscience, prenez le temps pour ça. Faites-vous accompagner. Nous avons un partenariat avec la FFC pour accompagner les adhérents de la FFC à l'intégration de l'intelligence artificielle. Et ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on travaille avant d'aller s'intéresser aux process et aux outils, parce que c'est vraiment critique. Stéphane Malbran et José Ángel Gallego de Cojali, vous proposez donc des solutions digitalisées axées notamment sur la remorque. Présentez-nous en deux mots Cojali, on parlera après bien sûr l'accès des données avec José Ángel. Bonjour à tous. Donc Cojali est une société espagnole. Nous appartenons au groupe Knorr-Bremse. Nous agissons principalement, les acteurs qui ont parlé avant sur l'identité, sur la digitalisation des lettres de voiture, de tout l'espace documentaire, de la sécurité des marchandises. Nous, on est sur la maintenance des véhicules et la protection justement de tous les systèmes sensibles, les systèmes de freinage. Et ça va être un enjeu majeur avec les nouvelles réglementations, R155, R156, le SUMS, Software Update Management System, qui protège tous les nouveaux systèmes et les systèmes importants de sécurité, notamment sur la remorque, puisque nous digitalisons et nous sécurisons les données de Knorr-Bremse pour l'intégration et la copie des paramètres des fichiers de remorque vers les EBS avec cette traçabilité. Nous sommes éditeurs de la plateforme e-trailer et donc nous sommes en plein cœur de protéger vraiment les véhicules. Vous protégez la data, vous protégez tout ça, mais ça fait partie de tout système. C'est important de protéger nos véhicules contre les nouvelles attaques. Surtout pour les véhicules autonomes qui arrivent, il faut protéger les systèmes qui permettent aux véhicules de rouler en toute sécurité. Alors justement, on va rentrer plus dans le détail avec José Ángel. José, on ouvre de plus en plus, on disait, le véhicule, alors aussi bien le camion, mais aussi la semi-remorque, la remorque. On ouvre avec les données.
comment on protège en fait, même protéger par exemple les systèmes de frein, de freinage, c'est-à-dire que quelle protection on a aujourd'hui pour notamment pour les véhicules et semi-remorques? Yeah, good morning, everyone. Yeah, it's a challenge itself. When we are talking about the management for fleets, we are talking about a lot of data rising from the vehicles, from all the systems on board on the vehicle. And today it's true that risk zero does not exist. So always we need to be continuously improving that. And when we especially talking about fleet management system, we need to understand that the vehicles nowadays, they have a chain to the manufacturer and another communication chain to the fleet management system and other systems for the fleet managers. And the complexity, the technological complexity is high. So we need to protect from the point of view of the device on board, from the point of view of the vehicle itself, in order to avoid attack on the CAN bus and on the system like brakes, transmission, and whatever. We need to protect also the communication network, as well as the cloud and all the services and different access that you need to provide for the regular operation for the fleet management system. So the risk is huge. There are common attacks that we are facing every day, like ransomware, like weak access to the APIs, physical access to the device, cracking the OBD network on the vehicle, manning the middle in the communication. So there are a lot of risks that we are facing. So the point here is that we need to build clear pillars to defend and to protect the solution. Prenons le cas on en parlait du freinage, donc là on est sur la sécurité passive notamment. C'est-à-dire qu'on va voir, enfin on ouvre les données en fait sur on va dire les outils de sécurité du véhicule. Comment protéger En fait, la nouvelle réglementation oblige d'avoir une traçabilité et de garantir l'intégrité de la programmation du système de freinage. C'est autant de données accessibles? Alors non, ces données ne sont pas accessibles puisqu'elles sont protégées. Et comment? Alors, on va segmenter en fait les accès entre le constructeur du véhicule, qui lui a les accès complets pour rentrer les paramètres que lui a définis en fonction de la construction et de l'homologation du véhicule. Et ensuite, en ce qui concerne la maintenance, on va donner des accès différents qui permettent en fait, avant quand vous connectiez sur un EBS de remorque, depuis l'outil de maintenance, vous pouvez changer, copier-coller un paramètre, le modifier, l'introduire dans un nouveau véhicule. Et à partir de 2026, ça sera plus possible. C'est-à-dire que l'outil de maintenance se connecte sur l'EBS et c'est le logiciel avec... quand vous ouvrez maintenant les logiciels de maintenance sur une remorque, vous devez vous authentifier avec une double authentification. Vous rentrez vos données et le logiciel va automatiquement détecter sur la plateforme le numéro de VIN du véhicule, l'intégrité du fichier, il va contrôler le numéro de série du boîtier, que c'est un boîtier original, et que le fichier est complètement sûr. Et le téléchargement se fait de façon cryptée, sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité pour l'opérateur de maintenance de toucher au fichier ni aux paramètres. Même le fabricant, on a vu l'exemple de bus à Stockholm qui pouvait être contrôlé à distance, notamment pouvant arrêter les véhicules, donc fabricants chinois, peut-être que José peut en parler. Quelle protection, comment se protéger? Here, the regulation is clear, totally clear. And now with the new regulation R155 and R156, and also the related ISO 21434 and 20089, that means that the manufacturer is responsible, is on his duty to keep the full life cycle of all the systems on board the vehicle. And the homologation of the vehicle can be lost if they fail on that. So that means that for the manufacturer's point of view, they need to keep all the control for the software updates and should be done under a regulated way.
So the circumstances that we see in Norway and in other countries with this Chinese manufacturer is that you can introduce a breakdown of the vehicles remotely without any reason. They have this capability and they can do that. The point here is that they are not allowed to do that, and the operator needs to keep the regular operation. So the capability, because technically it's feasible, to update remotely the vehicles and to work on the vehicle remotely, to keep the vehicle working, to increase the fleet availability, doesn't mean that the manufacturer can change the behavior of the vehicle without communication and under a clear procedure to update and to manage the update with the owner and the fleet operator. So it's a huge risk in that case. Jacques, pour revenir sur l'aspect réglementaire, est-ce que trop de réglementation ça ne sera pas une porte ouverte justement aux fraudes, d'avoir trop de réglementation, comme on en parlait à un instant? Vaste sujet, bien sûr, parce que trop de réglementation, en effet, on ne va pas dire tue la réglementation, mais peut-être unifier plus, on va dire, d'harmoniser. Unifier plus, et là, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. En fait, on voit par rapport à ces réglementations, par rapport au groupe de travail sur ISO et ainsi de suite au niveau du monde entier, la Chine, elle a trusté les positions de présidence. Et ce n'est pas simplement parce qu'ils s'ennuyaient, c'est pour imposer leurs normes. Et nous, en Europe, on est un petit peu frileux, alors ça coûte de l'argent. On est 27 pays, donc est-ce que c'est les Français, est-ce que c'est les Allemands, est-ce que c'est les Espagnols? Qui va prendre la tête? Eh bien, on se laisse distancer. Donc, je ne sais pas si trop de réglementation, il faut les comprendre, il faut les anticiper. Et puis, de la même manière, là, je vais dire, l'État français sur l'IFTI a dit on ne va pas se laisser avoir, hein, on vous demande d'intervenir, hein, et on a pu bloquer et éviter certaines orientations que d'autres pays pouvaient avoir pour favoriser leurs propres acteurs. Mais il faut qu'on le fasse justement de manière coordonnée et sur l'ensemble du secteur, sur les normes des véhicules, sur les normes de sécurité, pour que justement on ne subisse pas. Donc je pense que, encore une fois, les sujets sur l'Europe, il y a plein de choses, sans doute trop de règles, trop de normes, trop de choses, mais l'Europe est aussi un moyen d'avancer sur la digitalisation. Il y a tout de même un budget de 100 millions d'euros qui a été alloué par l'Europe pour faciliter la digitalisation et la mise en place de la lettre de voiture électronique avec des économies estimées de 40 milliards pour le secteur. Donc, il y a des côtés positifs, mais il ne faut pas subir. Christophe, vous vouliez ajouter un mot? Un complément à ce que vient d'évoquer Jacques. Il faut prendre conscience que c'est toujours dans le monde du digital, puisque le digital fait que c'est immédiatement mondial, l'accès au marché. Il faut comprendre que ce sont des luttes sur ces trois grandes plaques que sont les États-Unis, l'Europe et la Chine. Je voudrais juste faire un complément sur les présidences que prennent la Chine en ce moment, notamment dans tous les standards ISO. Si je prends la RGPD et on reprend ces trois grandes plaques, la protection des données personnelles, là où elle est la plus forte par la loi, c'est en Chine. Elle est supérieure à notre RGPD. Il y a juste une backdoor, c'est que l'État chinois peut faire ce qu'il veut avec. Mais en revanche, en protection notamment contre des intérêts privés, la Chine est devant l'Europe sur les standards de protection. Ils ont juste pris les RGPD, ils l'ont musclé. Donc il faut aussi regarder un petit peu quels sont les mouvements. On voit bien qu'aux États-Unis, on est en train de faire marche arrière, on est en train d'ouvrir tous les robinets, parce qu'il y a cette bataille entre ces deux grands blocs, parce qu'il ne se voit que deux, je pense qu'on est trois, sur l'intelligence artificielle. Donc regardez vraiment les mouvements un peu législatifs dans le monde, parce que c'est un peu ça qui va s'appliquer. Et à chaque fois, quand on voit quelle est l'obédience qui est en train de prendre la force, regardez un peu ce qui se passe dans leur pays, c'est aussi assez intéressant. Parce que parfois, on fait des raccourcis en pensant qu'on est toujours le parent pauvre de l'histoire. Mais notamment sur le normatif, les grandes plaques mondiales et les pays s'inspirent beaucoup de l'Europe. Parce qu'on a des niveaux d'expertise et de pratique ancestrales qui sont très regardés dans le monde. Le temps passe très vite, on pourrait en parler des heures et des heures. Je pense que dans un prochain Solutrans, prochaine édition, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, messieurs, je vous remercie et on peut les applaudir. Merci également de votre présence. Merci.